Bonjour, nous allons voir dans ce chapitre comment calculer les tassements des fondations superficielles. Voici le plan de la présentation. Nous commencerons par la méthodologie en calculant les contraintes de contact sous la fondation. Nous parlerons après de la détermination du tassement par la théorie de l'élasticité. On va parler aussi du coefficient de réaction du sol. Ensuite, nous allons voir la détermination du tassement par la méthode d'intégration par tranche. Nous allons voir après le calcul des tassements par la méthode pressiométrique. Et enfin, on va voir le calcul des tassements à partir du pénétromètre statique. La méthodologie, d'abord. Après avoir vérifié les critères de rupture avec les états limites de mobilisation de la capacité portante, il convient par la suite de vérifier que le tassement de la fondation est acceptable par la structure. On parle des états limites vis-à-vis des déformations. Donc, on peut voir que une estimation correcte des tassements est primordiale. Pourquoi? Parce que c'est souvent ce critère-là de déformation qui limite les possibilités de fondation sur semelle, sur fondation superficielle. Donc, globalement, il va falloir vérifier les déformations après avoir vérifié le critère de rupture. Donc, après s'être assuré qu'il n'y aura pas de rupture, il faut s'assurer aussi qu'il n'y aura pas de déformation excessive. Donc, le problème consiste à déterminer la déformation verticale, c'est-à-dire le tassement, en tout point d'une semelle de rigidité EI chargée et reposant sur un système multicouche. Chaque couche étant définie par une loi de comportement. Alors, exemple de loi de comportement, une loi par exemple élastoplastique, avec des paramètres tels que le module de Young, le coefficient de Poisson, la cohésion et l'angle de frottement interne. Voilà cette figure qui illustre bien une semelle qui est là, de rigidité EI, qui repose sur un massif élastoplastique multicouche, constitué donc de plusieurs couches superposées. Et chaque couche étant caractérisée par ses paramètres tels que le module de Young, le coefficient de Poisson, la cohésion et l'angle de frottement interne. Les paramètres nécessaires pour déterminer une loi de comportement élastoplastique. Donc, dans l'idéal, voilà comment se présente le problème, qui est l'approche qui reflète la réalité du terrain chargé par une fondation superficielle. Cependant, il faut noter que cette approche est complexe. Elle est complexe, mais elle peut être appliquée à l'aide donc de méthodes aux éléments finis lorsque l'importance des ouvrages et la complexité du site les justifient. Alors, pour examiner ce problème, pour illustrer ce problème, nous allons examiner la répartition des contraintes et des déformations sous une fondation supportant une charge uniformément répartie et qui repose sur un milieu que nous allons considérer comme homogène. Alors, si vous avez une semelle qui est parfaitement rigide, une semelle partiellement souple, d'abord,
va transmettre directement la contrainte uniforme au sol. Si elle est parfaitement souple, il y a une transmission directe de la contrainte de façon uniforme au sol. Par contre, en ce moment, la déformation, c'est-à-dire le tassement, est variable. Alors, si je reste dans le domaine élastique, c'est-à-dire en tout point du massif, nous sommes toujours dans le domaine élastique. Alors, le tassement sera plus élevé au centre, ici, au centre, s'il s'agit d'un sol cohérent. Donc, pour les sols cohérents, si nous restons dans le domaine élastique, le tassement qui sera observé sous la semelle, bien le tassement de la semelle sera plus élevé au centre qu'au bord. Alors, par contre, dans le cas des sols pulvérulents, il y a plastification du sol au voisinage du bord. Ici. Et le tassement y est donc plus important. Donc, le tassement au niveau des bords sera donc plus important qu'au niveau du centre. Alors, ceci, c'est parce qu'il n'y a pas d'ancrage. Si je prends la fondation, je pose directement sur le sol pulvérulent. Alors, l'ancrage de la fondation permet de limiter les tassements au niveau des bords. Alors, par contre, s'il y a une semelle rigide, si la semelle est rigide, cela va entraîner un tassement uniforme. Mais les contraintes sous la semelle seront variables. Vous avez vu la distribution de la contrainte ici, variable, distribution de la contrainte ici, variable. Donc, en fonction du type de sol, ça c'est pour un sol cohérent, ça c'est pour un sol pulvérulent. Donc, si vous observez bien ici, pour un sol cohérent, vous avez ici un tassement qui est uniforme, S, qui est là. Par contre, regardez la distribution de la contrainte, elle est beaucoup plus élevée, cette contrainte au bord, qu'au centre de la fondation. Par contre, s'il s'agit d'un sol pulvérulent, vous voyez, le tassement, il est là. C'est un tassement uniforme. Par contre, la distribution de la contrainte, vous voyez, ici, elle est variable, beaucoup plus élevée au centre qu'au niveau du bord. Donc, voilà comment se comporte la distribution de la contrainte et la variation du tassement pour une semelle parfaitement souple et pour une semelle parfaitement rigide. Alors, un exemple de semelle parfaitement souple, c'est quoi? C'est le fond métallique d'un réservoir d'hydrocarbures, par exemple. Un exemple de semelle parfaitement rigide, c'est un puits rempli de gros béton. C'est un exemple donc de semelle parfaitement rigide. Alors, dans les applications courantes de génie civil, le niveau des contraintes de service est tel qu'il permet de considérer que le sol reste en tout point dans le domaine élastique. Les plastifications locales éventuelles sont négligées. À partir de cette hypothèse, les trois méthodes les plus couramment utilisées sont la théorie de l'élasticité, même si on sait qu'elle est difficilement applicable au sol, la méthode d'intégration par tranche, en utilisant essentiellement les résultats des essais odométriques, et la méthode pressiométrique avec le pressiomètre Ménard.
évidemment, il y a aussi la méthode du pénétromètre statique. D'abord, la détermination du tassement par la théorie de l'élasticité. Dans certaines configurations qui sont simples, l'application directe de la théorie de l'élasticité permet de déterminer le tassement de façon analytique, ou bien avec les abacs, notamment les abacs de Giraud. Nous allons étudier ici un milieu élastique homogène semi-infini. En ce moment, le tassement par la théorie de l'élasticité en un point quelconque d'une semelle reposant à la surface de ce milieu va s'exprimer par cette relation-là. S, le tassement, est égal à F. F est un coefficient de forme. 1 moins nu' au carré sur E' multiplié par B multiplié par Q'. Ici, nu, vous avez nu', le coefficient de Poisson, E, le module de Young, B, la largeur, et Q', la contrainte qui sera transmise au sol par la formation. Alors, si la semelle est ancrée, la formule approchée, ici, Q sera remplacée ici par Q' moins sigma' V0. On va le voir ici. Donc, les deux expressions du tassement. Donc, ici, S, c'est le tassement. Q', comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la contrainte effective moindre appliquée au sol par la semelle. F, c'est le coefficient de forme. F est un coefficient de forme qui va dépendre de la forme de la semelle, mais aussi de sa rigidité. Et s'il s'agit de fondation souple, de la position du point considéré. Il est là. Par contre, ici, dans cette deuxième expression, sigma' V0, c'est la contrainte effective initiale qui règne au niveau de la semelle. On peut le voir ici. Donc, vous avez vu le terrain naturel qui est là. Et la semelle est posée sur ce terrain naturel. Le terrain, il est là avec ses constantes élastiques, le coefficient de Poisson, mu' et le module de Young, E'. Donc, en ce moment, la charge appliquée, c'est Q, ça entraîne une contrainte Q'. Le tassement, il est là, S. En ce moment, ce tassement, il est calculé par la théorie de l'élasticité en utilisant cette expression. Alors ici, la semelle repose directement à la surface du sol. Par contre, si la semelle est ancrée en profondeur, donc ici, vous voyez que la semelle est ancrée en profondeur et à la base donc, de la semelle, vous observez ici une contrainte verticale effective sigma' V0. Ce qui fait que donc, dans cette formule initiale, il va falloir enlever sigma' V0. Donc ici, vous avez S qui est égal à F, 1 moins nu' au carré sur E' fois B fois Q' moins sigma' V0. Remarque, lorsque les tassements conduisent à des modifications du niveau de terrain, en ce moment, c'est la contrainte sigma' V0 avant terrassement qui sera considéré. Alors, ça, c'est lorsque vous avez des sous-sols, un sous-sol qui est créé, par exemple. Le comportement du sol étant supposé irréversible. S'il y a des argiles qui sont présentes, particulièrement les argiles gonflantes, en ce moment, il faut tenir compte du phénomène de gonflement, ou bien du phénomène de soulèvement qui sera provoqué par le déchargement dû aux opérations de terrassement, ou bien même à des variations d'état hydrique du sol en fonction donc des saisons. Les formules précédentes peuvent se simplifier comme suit. Donc, Q' moins sigma' V0 est égal à KV fois S. KV, c'est tout ce qui reste donc de la formule. KV, on l'appelle le coefficient de réaction verticale du sol. Le coefficient de réaction verticale du sol relie directement le tassement à la contrainte appliquée.
il est là. Son unité est en mégapascal par mètre. Alors, pour des sollicitations brèves, on peut remplacer dans cette formule-là, dans l'expression de KV, bien dans l'expression du tassement, E' et nu' par EU et nu', qui sont les paramètres non traînés, le module de Young non traîné et le coefficient de Poisson non traîné. Alors, il faut remarquer que le coefficient de réaction n'est pas une caractéristique intrinsèque du sol, mais dépend de la forme et des dimensions de la semelle. KV est inversement proportionnel à A. Il faut remarquer aussi que KV est appelé module de réaction, mais dans la pratique, ça c'est dans la pratique courante, mais il faut savoir qu'il n'a pas les dimensions d'un module. Il est exprimé en mégapascal par mètre. Alors, ce coefficient de réaction est aussi appelé module de Westergaard s'il est mesuré à l'aide d'un essai de chargement à la plaque, à une plaque rigide de 75 cm de diamètre. Donc, si je mesure ce coefficient à l'aide d'un essai de chargement à la plaque, le coefficient correspondant à une plaque rigide de 75 cm de diamètre, en ce moment, on l'appelle le module de Westergaard. Alors, ce module, il est possible de le relier avec le coefficient de réaction verticale par cette expression. KV, c'est G, G c'est un coefficient de forme, fois KW, qui est le module de Westergaard, 75 sur B. Dans cette formule, vous avez B, la largeur de la semelle qui est exprimée en centimètres. Alors, F et G, F qui est là, dans la formule de G, G c'est un coefficient de forme, pi sur 4F. F et G sont donnés pour des semelles circulaires, carrées ou rectangulaires, souples et rigides par ce tableau-là. Donc, voilà F et G. Donc, quand vous avez une plaque circulaire rigide, voilà pi sur 4, 1. Quand la plaque circulaire est souple, on peut définir en ce moment une valeur de F ou de G au centre, au bord. On peut aussi avoir une moyenne pour F et pour G. Alors, si la plaque est rectangulaire souple de côté B et L, alors ça dépend du rapport L sur B. Donc, voici plusieurs valeurs de L sur B. Et pour chaque valeur de L sur B, vous avez au centre, au bord et une valeur moyenne, les valeurs de F et de G. Si la plaque rectangulaire est rigide de côté B et L toujours, c'est en fonction du rapport L sur B qu'on définit essentiellement F et G. Si vous regardez dans la norme d'application française des fondations superficielles, la norme NFP 94-261, qui met en œuvre l'Eurocode 7, cette norme va proposer pour les valeurs de F les coefficients qui sont tirés des abacs de Giraud. Alors, dans cette norme, vous allez voir que F est appelé CF. Donc, dans certains ouvrages, et dans cette norme, vous allez voir qu'à la place de F, on met CF. C'est la même chose. C'est les coefficients tirés des abacs de Giraud. Alors, donc vous allez voir dans ce tableau que ces coefficients sont en fonction du rapport L sur B. Vous avez ici plusieurs valeurs de L sur B. Pour une fondation rigide, c'est donné. Pour une fondation souple, au bord et au centre, vous avez toujours les valeurs de F ou de CF. Évidemment, les écarts entre les deux tableaux restent à la marge. Remarque, le module de Westergaard peut être considéré comme un coefficient non drainé dans les sols cohérents
est drainé dans les sols pulvérulents. Alors, ce module de Westergaard est souvent utilisé pour le dimensionnement des dallages, mais également des chaussées en béton. Il est utilisé aussi pour l'étude des tassements des semelles qui reposent sur du sable. Il est aussi utilisé pour l'étude des déformations dues à des sollicitations. On peut aussi réaliser des essais de chargement de longue durée pour avoir une estimation donc de ce module. Alors, il y a des auteurs, Apsi, 1972, qui a donné des coefficients de forme relatifs à la déformation d'une semelle rectangulaire soumise à un couple. En ce moment, en milieu élastique, il y a en effet également proportionnalité entre la rotation de la semelle et la valeur du couple appliqué. Il y a les travaux de Terzaghi qui a donné des ordres de grandeur du coefficient de réaction pour une plaque rigide carrée de 30 cm de côté. Terzaghi a aussi proposé d'autres formules pour calculer le tassement, calculer le coefficient de réaction d'une semelle qui a une forme quelconque. La deuxième méthode, c'est la méthode de détermination du tassement par intégration par tranche. En ce moment, lorsque les sols d'assises sont composés de plusieurs couches de compressibilité différentes, en ce moment, les formules précédentes ne s'appliquent plus. Si je suis en présence de couches de sol compressibles, superposées de compressibilités différentes, alors, la méthode élastique ne s'applique plus. Alors, on va essayer donc de définir deux phases maintenant dans cette méthode d'intégration par tranche. On va déterminer la répartition des contraintes en profondeur. Ensuite, on va calculer le tassement de chaque couche de sol en fonction de la contrainte transmise à la profondeur considérée et de la compressibilité du sol à cette profondeur. Donc, on va essayer ici d'utiliser les résultats de l'essai odométrique pour calculer le tassement d'une couche en profondeur. Pour ce faire, j'ai besoin d'abord de connaître la contrainte qui règne à la profondeur donnée. Une fois que je connais la contrainte à cette profondeur donnée, je mesure donc la courbe odométrique du sol à cette profondeur-là à partir donc d'un essai odométrique. En ce moment, je peux calculer le tassement par sommation des tassements donc dû à toutes les couches. La compressibilité du sol est définie à l'aide d'essais odométriques ou bien par corrélation entre le module odométrique et le module pressiométrique. D'abord, la répartition des contraintes en profondeur sous une charge ponctuelle. On dit qu'il est admis que la répartition des contraintes en profondeur est la même que si le sol était homogène. Cette simplification n'entraîne pas d'erreur importante tant qu'il s'agit de sols meubles pour lesquels les ordres de grandeur des modules ne sont pas trop différents. Par contre, elle n'est plus valable, par exemple, si vous avez une couche rocheuse qui est intercalaire. Alors, la répartition des contraintes vues en profondeur, on va partir de la formule de Boussinesq, parce que Boussinesq avait étudié la répartition des contraintes dans un massif élastique semi-infini sous l'action d'une charge ponctuelle. Vous avez ici une charge ponctuelle Q qui s'applique en un point O. La charge ponctuelle, elle est là, Q. Il apparaît entre autres que la contrainte sur une facette horizontale, ici, regardez cette facette horizontale, qui passe par un point M. Cette facette horizontale est située à une profondeur Z et est orientée selon
selon OM. O est là, M est là. Sur cette facette-là, qui a une profondeur Z, avec une orientation ici, OM, regardez bien, OM fait un angle θ avec la verticale située à l'aplomb de la charge. En ce moment, sur cette facette-là, la contrainte verticale qu'on a sigma V est donnée par la formule de Boussinesq, sigma V égale à 3Q sur 2 pi Z au carré cos cinquième de θ. Q est là. Z, c'est la profondeur du point M considéré. θ est là. Alors, vous voyez nettement ici que la contrainte verticale, déterminée ici par la formule de Boussinesq, ne dépend ni du module de cette couche, ni du coefficient de poids de Poisson. Alors, vous allez pouvoir voir ici donc ce qu'on appelle les bulbes de contrainte, puisqu'il y a donc ici une diffusion des contraintes en profondeur. C'est-à-dire, plus la profondeur augmente, plus la contrainte va diminuer. On parle de diffusion des contraintes en profondeur. Donc, vous allez voir ici les bulbes de contrainte, c'est-à-dire les courbes d'égale contrainte. Vous voyez que donc la contrainte elle est beaucoup plus élevée, plus près de la charge. Par contre, quand je vais en profondeur, il y a réduction de ces contraintes-là. La contrainte devenant de plus en plus faible au fur et à mesure que la profondeur Z augmente. Donc ça, par exemple, c'est la courbe d'égale contrainte, sigma V, correspondant à 5% de la charge Q appliquée en surface. Alors, je peux aussi donner la répartition ou bien la distribution des contraintes dans des plans horizontaux. Donc, sur ce plan, donc la charge est appliquée ici, en kilonewton. Regardez ce plan horizontal situé à 1,5 m de profondeur. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la contrainte, elle est maximale au niveau, à l'aplomb de la charge. Par contre, horizontalement, quand je m'éloigne de l'aplomb de la charge, en ce moment, la contrainte diminue. Donc, la contrainte va diminuer. La contrainte va se diffuser au fur et à mesure que je m'éloigne du point d'application de la charge. Alors, en profondeur également, regardez ce plan situé à 2,5 m de profondeur. Vous avez quoi? Vous avez une diffusion toujours de la contrainte. Ici, regardez, la charge à l'aplomb va diminuer également en profondeur. Pourquoi? Puisque je m'éloigne de la charge de surface. En ce moment, la charge maximale au niveau de l'aplomb diminue. La contrainte maximale au niveau de l'aplomb de la charge va diminuer et la surface de répartition donc, de la charge s'agrandit ici, ce qui fait que donc, les contraintes diminuent au fur et à mesure. Donc ici, on peut toujours voir nettement la diffusion des contraintes en profondeur, toujours pour une charge ponctuelle. Donc pour me résumer ici, pour une charge ponctuelle, plus la profondeur augmente, plus l'intensité de la contrainte diminue. Mais plus la zone influencée va s'élargir. L'aire de la surface délimitée par la courbe de répartition des contraintes sur un plan horizontal restant constante et égale à Q. Alors, par mesure de simplification, cette répartition est souvent remplacée par une pression uniforme QZ, appliquée sur une largeur correspondant à une diffusion en profondeur selon un cône d'arête 27 degrés sur la verticale. On parle aussi de 2 en verticale pour 1 en horizontal. Donc ici, pour simplifier tout cela, vous voyez, c'est cône de distribution qui fait ici un angle de 27 degrés. N'est-ce pas? 27 degrés, 27 degrés. En ce moment, la contrainte sera remplacée ici par une contrainte uniforme QZ. Et la distribution uniforme, ça, c'est la répartition simplifiée. Donc, pour simplifier cette distribution, on va l'assimiler à une contrainte uniforme Q de Z appliquée
sur ici la base ici d'un cône de distribution qui fait un angle ici de 27 degrés. En ce moment, QZ prend cette expression 4Q sur pi z au carré. Alors, maintenant, on va prendre le cas d'une semelle souple. Pourquoi? Parce que les charges au niveau des fondations superficielles, ce n'est pas des charges ponctuelles. C'est des charges qui sont réparties sur des surfaces. On va considérer une semelle de surface S et de forme quelconque. En ce moment, la contrainte verticale en un point M du massif peut être obtenue par l'intégration de la formule de Boussinesq. Donc, si j'intègre la formule de Boussinesq sur la surface de la semelle, donc voilà S, sigma V devient égal à l'intégrale sur S, la surface de la semelle, de 3Q sur 2 pi Z au carré, cos cinquième de θ dds. Le milieu étant élastique, en ce moment, sigma V sera proportionnel à Q, puisque je suppose un milieu élastique. En ce moment, la contrainte verticale, ici, sigma V, ou bien l'incrément de la contrainte en profondeur, est proportionnel à la contrainte Q qui est appliquée. En ce moment, il est possible de calculer pour chaque point la valeur numérique du rapport sigma V sur Q. Le rapport sigma V sur Q, donc le rapport sigma V, c'est-à-dire l'incrément de contrainte à une profondeur donnée, sur Q, la contrainte appliquée à la surface, ce rapport-là, à partir donc de cette formule, je peux calculer ce rapport. Ce rapport, on l'appellera le facteur d'influence. Le facteur d'influence. Alors, si on a le facteur d'influence, donc à tout moment, on peut en déduire la valeur de sigma V, puisqu'on connaît la valeur de Q, c'est celle-là qui est appliquée à la surface. Alors, cette intégration peut se faire de façon théorique, avec le calcul aussi par ordinateur, même pour des formes de semelles très compliquées et des chargements d'intensité même variables. On peut faire ce calcul. On peut faire ce calcul, même si c'est des situations compliquées. Alors, s'il s'agit d'une semelle circulaire, ou bien rectangulaire, donc on va prendre les cas d'une semelle rectangulaire et d'une semelle circulaire. Alors, pour une semelle rectangulaire, on va calculer la contrainte à l'angle. Par contre, s'il s'agit d'une semelle circulaire, on va regarder le centre. Alors, on aura tout à l'heure un tableau qui va donner le coefficient d'influence ou bien le facteur d'influence sigma V sur Q à l'aplomb de l'angle d'un rectangle souple de dimension B et L. Si je prends un rectangle, une semelle rectangulaire de dimension B et L, les tableaux, ils sont plus simples, permettent d'obtenir la répartition des contraintes sigma V en tout point du sol sur une semelle rectangulaire. Alors, même le carré, hein, qui est un cas particulier d'une semelle rectangulaire, à la semelle infinie, à la semelle filante, qui est aussi un cas particulier d'une semelle rectangulaire. Alors, vous voyez que cela couvre la plupart des fondations courantes qu'on a l'habitude de rencontrer. Dans le domaine élastique, il est licite de superposer différents états. Alors, si je veux calculer, par exemple, les contraintes en un point qui n'est pas l'angle d'un rectangle, par exemple, je peux appliquer le principe de superposition. Je peux diviser la surface chargée et après appliquer le principe de superposition. Donc, pour déterminer la contrainte sigma V à l'aplomb d'un point quelconque, on va additionner l'influence des 4 rectangles si, évidemment, le point est situé à l'intérieur de la surface chargée.
En ce moment, j'aurai 4 rectangles, notez 1 jusqu'à 4. À chaque rectangle, je calcule le facteur d'influence et je calcule la contrainte sigma V et j'applique le principe de superposition. Donc, ça, c'est le tableau qui donne les valeurs des facteurs d'influence. Vous voyez que ça, c'est plus simple que les calculs, de faire le calcul théorique. Donc, ici, c'est le tableau qu'on peut traduire aussi sous forme d'ABAC, donne les valeurs des facteurs d'influence en fonction des rapports L sur B et de Z sur B. L, c'est la longueur de la semelle, B, c'est la largeur, Z, c'est la profondeur du point considéré, B, c'est la largeur de la semelle. Donc ça, c'est les facteurs d'influence. Mais à l'aplomb de la verticale d'un sommet, d'un rectangle souple, évidemment, qui est uniformément chargé. Donc, vous voyez ici, voilà, une semelle rectangulaire qui applique la contrainte à la surface. On a appliqué ici la contrainte à la surface de la semelle. La semelle a pour dimension B, c'est la largeur, et là, L, et là, c'est la longueur. Donc, l'intégration de la formule de Boussinesq, ou bien les ABAC, ou bien le tableau, donne les facteurs d'influence, ici, en un point situé directement à l'aplomb d'un coin. Donc, ici, voilà, la formule n'est valable qu'au coin de cette surface rectangulaire située à une profondeur. Par contre, si je veux calculer, par exemple, la contrainte en un point M, situé, par exemple, ici, sous le centre, par exemple, de la semelle. Ou bien, en tout cas, situé en n'importe quel point à l'intérieur de la surface chargée, sous la surface chargée. Alors, en ce moment, c'est très simple. Par exemple, ce point A, il suffit tout simplement de découper la surface rectangulaire en 4 rectangles passant par le point considéré. En ce moment, le point considéré devient le coin de cette surface-là, de dimension B1, L1. Ici, cette surface 2, de dimension B2, L2, 3, L3, B3, 4, B4, L4. Donc, pour le point A' situé à l'intérieur, maintenant, on va prendre la somme des 4 rectangles ayant pour A' pour sommet. Alors, si le point est situé sur les bords, aussi, ça, c'est aussi simple. On trace une ligne qui passe, une droite qui passe par le point A seconde considéré. En ce moment, je calcule pour 1 et pour 2 et je superpose. Maintenant, pour une semelle circulaire, les facteurs d'influence à l'aplomb de la verticale du centre d'une surface circulaire souple de rayon R sont donnés ici. Donc ici, nous sommes dans le cas d'une semelle circulaire. Nous allons calculer l'incrément au centre, n'est-ce pas? Au centre. En ce moment, cet incrément est fonction du rapport Z sur R. Z étant la profondeur et R, le rayon de la surface circulaire chargée. Donc, voilà les facteurs d'influence au centre d'une surface circulaire souple. Alors, il ne faut pas oublier l'effet radier. Pourquoi? Parce que la diffusion des contraintes à partir d'une certaine profondeur, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura interférence entre les contraintes transmises par les différentes semelles d'un même bâtiment ou de construction voisine. Donc, quand vous avez plusieurs semelles, puisqu'il y a diffusion des contraintes en profondeur et élargissement de la surface, donc, qu'est-ce qui va se passer? À une certaine profondeur, il y aura ici effet radié, c'est-à-dire il y aura superposition des contraintes.
ou bien interférence entre les contraintes qui sera transmise. C'est ça qu'on appelle l'effet de Fermat. En profondeur, tout se passe comme si le bâtiment était fondé sur un radier général. Donc, il faut essayer de tenir compte de cet effet pour le calcul des tassements lorsque les fondations sont rapprochées et reposent sur des couches qui sont compressibles, épaisses. En ce moment, la superposition des contraintes là peut engendrer des déformations excessives. Nous allons voir ici la distribution des contraintes en profondeur. C'est ce qu'on appelle le diagramme de répartition des contraintes en profondeur avec la méthode des tranches. Pour ce faire, nous allons considérer une semelle souple ancrée à une profondeur T dans un sol pesant de poids volumique gamma. On va supposer une nappe phréatique qui règne à une profondeur HW. Et après, on se propose de déterminer le tassement dans l'axe de la semelle. Seulement, la démarche est identique pour un point situé en dehors de cet axe également. Alors, dans ce cas, on va raisonner en termes de contraintes effectives. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de la nappe, les contraintes totales et effectives sont considérées comme identiques. Donc, voilà le terrain naturel qui est là. Avant construction, c'est l'état initial avant la construction. Vous voyez? Alors, vous voyez la nappe phréatique située à une profondeur HW. Donc, ce terrain-là, entre la surface du terrain naturel et la surface de la nappe, c'est un terrain qui est hors nappe phréatique. Son poids volumique est gamma. Par contre, sous la nappe phréatique, vous avez un terrain qui est sous nappe phréatique. Ici, on va déjauger, on va utiliser le poids volumique déjaugé gamma prime. Alors, à une profondeur D de la on va mettre la fondation. Alors, cette profondeur, si je dois mettre la fondation, la semelle ici, cette profondeur-là, à cette profondeur D, règne une contrainte verticale avant construction, sigma prime V0. Repérez bien ce niveau-là. Alors, il faut aussi repérer ce niveau-là, M, situé à une profondeur Z plus D. Alors, D est là et Z est là. Donc, Z, c'est quoi? Z, c'est la distance entre la base de la semelle projetée jusqu'au point M. Donc, voilà la distance de là à là, c'est la distance Z. Et ça, c'est D, la profondeur de la fondation, de la semelle. La profondeur d'encastrement de la semelle. Donc, je reviens ici. Donc, sigma prime V0, c'est la contrainte effective verticale qui s'applique ici au niveau de ce niveau-là. Si je prends un point M situé à une profondeur, avant construction toujours, je peux calculer aussi la contrainte verticale qui règne ici, sigma prime Z0. Sigma prime Z0. En ce moment, sigma prime Z0, comment je le calcule? Mais j'applique le principe de superposition. Donc, je calcule la contrainte verticale de la surface du terrain naturel jusqu'à la profondeur D, ou bien je vais jusqu'à la profondeur HW. Pourquoi je vais jusqu'à la profondeur HW? Pourquoi? Parce que ce terrain-là a le même poids volumique gamma. Donc, la contrainte verticale ici, c'est quoi? J'applique le principe de superposition. La contrainte qui s'applique là, due au poids des terres qui est au-dessus de la surface de la nappe, plus la contrainte verticale qui s'applique ici entre la surface de la nappe et le point M. La première partie, c'est quoi? C'est gamma fois HW. Donc, la contrainte ici, c'est gamma fois HW. Plus maintenant, cette partie-là, je vais déjauger, je vais utiliser gamma prime multiplié par cette distance-là. Alors, regardez cette distance-là. Cette distance-là, c'est quoi? C'est toute cette longueur-là qu'on appelle Z plus D, auquel j'enlève HW, moins HW.
En ce moment, j'ai la contrainte verticale qui s'exerce ici au niveau du point. Ça, c'est avant construction. À l'état final, ici, regardez, j'ai fait une excavation jusqu'à la profondeur considérée et j'ai posé ma fondation, ma semelle qui est là, qui applique une contrainte sigma prime à la profondeur D. Alors, repérez le même niveau qu'on avait tout à l'heure, M. Alors, au niveau de ce point M, s'exerce une contrainte verticale maintenant qu'on note sigma prime Z1. Alors, cette contrainte sigma prime Z1 est différente de cette contrainte sigma prime Z0. Cette contrainte sigma prime Z1 est due maintenant au poids des terres entre la base de la semelle et la surface de la nappe. Ensuite, à quoi? Au poids des terres entre la surface de la nappe et le point considéré, le point M. Vous voyez que cette valeur auquel je dois ajouter obligatoirement quoi? L'incrément de la charge. Hein? Pourquoi? Parce que ici, au niveau de cette surface-là, à la base de la semelle, j'ai appliqué une contrainte sigma prime, une contrainte Q prime. Par contre, cette contrainte sera diffusée en profondeur. Donc, arrivé ici, vous avez un incrément de la contrainte Q prime. Donc, en définitive, l'état final, c'est quoi? La contrainte sigma prime Z1, c'est la contrainte due au poids des terres, de là à là, plus là à là, auquel j'ajoute quoi? L'incrément, donc, de la charge due à la contrainte Q. Vous avez ce diagramme qui représente la répartition des contraintes au droit de l'axe de la semelle. Donc, vous voyez, ici, c'est les contraintes, cet axe-là, l'axe des abscisses. Ça, c'est, je mets ici les contraintes, sigma prime V, les contraintes effectives verticales. Et là, je mets la profondeur Z. Alors, ici, vous voyez bien que la profondeur Z est comptée à partir du niveau de la semelle. Donc, il faut faire attention ici. Le niveau 0 ici, ce n'est pas la surface du terrain naturel. Regardez, c'est l'axe Z. Le niveau 0, c'est quoi? Le niveau 0, c'est directement la base de la semelle. Si je reviens en arrière, où se trouve Z? Z est compté à partir de la base de la semelle. Donc, il ne faut pas confondre ici le niveau 0 de l'axe Z. Ce n'est pas le niveau du terrain naturel. C'est le niveau 0 ici, c'est le niveau situé tout simplement à la base de la semelle. Donc, le niveau 0 est là. Q', vous avez vu Q'? C'est la contrainte sous une semelle souple. Q' est là, c'est la contrainte sous la semelle souple, éventuellement déjaugée. Alors, la comparaison de l'état initial et de l'état final montre que la construction de la semelle entraîne une surcharge égale à quoi? Hein? La surcharge, ici, va être égale à Q', auquel j'enlève sigma prime V, V0. Voilà. Donc, ici, la construction de cette semelle va entraîner une surcharge qui est égale à Q', auquel j'enlève sigma prime V, V0. Ici, l'excavation, c'est la contrainte qui régnait ici avant construction, avant l'excavation, sigma prime V0. Donc, la surcharge, c'est quoi? La surcharge est là, Q' moins sigma prime V, V0. C'est la surcharge qui règne au niveau de la fondation, à la base de la semelle. Alors, si je prends la courbe 2, qui est là, c'est quoi? C'est la courbe de la surcharge, comme on vient de le montrer.
Cette courbe 2, sous l'action donc de la surcharge, est déterminée comment? Et elle est déterminée à partir des coefficients d'influence ou par traitement informatique, en utilisant la formule intégrée de Boussinesq. Donc, la surcharge est obtenue à partir donc, des coefficients d'influence que nous avons vus avec la formule intégrée de Boussinesq, ou bien sous des formes simplifiées, sous le tableau, ou bien la BAC. Donc, voilà comment cette surcharge est diffusée en profondeur. Vous voyez qu'au fur et à mesure que la profondeur augmente, cette surcharge diminue. Voilà. Si je prends la courbe 3, je reprends la courbe 3, c'est-à-dire la courbe de la contrainte appliquée par la semelle. C'est la courbe 3, c'est la courbe d'état final. Alors, cette courbe est obtenue en additionnant à chaque profondeur la contrainte initiale qui est là. La contrainte initiale, vous regardez bien, c'est la courbe numéro 1. C'est la courbe initiale qui est là, qui donne quoi? C'est-à-dire sigma prime V, V0. Donc, ici, cette courbe 3 d'état final est obtenue en additionnant à chaque profondeur la contrainte initiale du la contrainte initiale qui est là. On l'additionne avec l'accroissement de la contrainte qu'on note delta de sigma Z dû à la semelle. Delta de sigma Z, c'est l'accroissement de la contrainte, c'est l'incrément de la contrainte qui permet d'avoir l'incrément de la contrainte qui est appliqué, qui est dû à la contrainte de surface Q', donc à chaque profondeur, tenant compte de la diffusion de la contrainte. Donc Q est là, Q' est là en surface. Par contre, en profondeur, donc, il y a une diffusion de cette contrainte. Et cette contrainte Q' en profondeur, c'est quoi? Il faut additionner la courbe initiale due à la contrainte initiale, c'est-à-dire à chaque profondeur donnée, il faut additionner sigma prime V0 à cette profondeur avec delta de sigma Z, c'est-à-dire l'incrément de la contrainte calculé à partir de la formule intégrée de Boussinesq ou bien à partir donc du facteur d'influence. Maintenant, nous allons voir le calcul du tassement par la méthode d'intégration par tranche. De façon pratique, comment ça va se faire une fois qu'on a fini de déterminer la distribution des contraintes en profondeur. Alors, 3 méthodes seront utilisées. Alors, toutes ces méthodes seront fondées sur l'essai odométrique. On va calculer ici le tassement d'une tranche de sol d'épaisseur HI. On peut utiliser directement la courbe de compressibilité, comme on peut utiliser les coefficients CS et ou CC, c'est-à-dire l'indice de gonflement et l'indice de compressibilité. On peut aussi utiliser le module odométrique. L'utilisation directe de la courbe de compressibilité, alors il suffit tout simplement d'avoir pour chaque tranche de sol, pour chaque couche de sol, la courbe odométrique. Donc, à la profondeur Z de I, sous la semelle, la contrainte verticale
va passer de sigma prime Z de 0 à la valeur de sigma prime Z de 1, comme nous l'avons vu tout à l'heure. La courbe oedométrique du sol considérée permet de déduire les indices des vides E0 correspondant à sigma prime Z de 0 et E1 correspondant à sigma prime Z de 1. À partir de là, il est facile maintenant de calculer la variation d'indice des vides, delta de E, qui est égal à E0 moins E1. Le tassement est directement lié, le tassement delta de S de la couche d'épaisseur HI est directement lié à la variation d'indice des vides. Delta de S, c'est HI fois delta de E sur 1 plus E, E0. Donc, vous voyez ici la courbe, à partir de la courbe de compressibilité qui est là. Donc, vous avez ici l'axe des E, les indices des vides, et là, vous avez l'axe des contraintes effectives. Donc, pour chaque valeur de sigma Z, vous déterminez la valeur de E correspondant. À partir de là, vous appliquez tout simplement la relation précédente pour calculer le tassement de la couche. Donc, ça, c'est la méthode qui utilise la courbe de compressibilité. On peut aussi utiliser les coefficients CS et ou CC. Ça dépend du niveau de consolidation du sol. Donc, en fonction du degré de consolidation, du niveau de consolidation du sol, que nous avons vu dans le chapitre 6, sur les tassements et compressibilité des sols, on peut utiliser donc les mêmes formules de calcul des tassements pour calculer le tassement d'une semelle. On note delta de H, delta de S, ou bien même moins delta de H. Moins delta de H. Alors, la formule la plus complète, c'est quoi? C'est delta de S est égal à HI, CS, l'indice de gonflement, sur 1 plus E0, log de sigma prime P, la pression de préconsolidation, sur sigma prime Z de 0, la contrainte effective au centre de la couche, la contrainte effective verticale, plus CC, le coefficient de compressibilité sur 1 plus E0, log de sigma prime Z de 1, c'est la contrainte effective verticale finale, sur sigma prime P, la pression de préconsolidation. Alors ça, c'est dans le cas où vous avez la contrainte sigma prime Z de 0 initiale et inférieure à la pression de préconsolidation et sigma prime Z finale inférieure à la pression de préconsolidation. Alors, vous pouvez les détailler aussi si vous avez une couche, plusieurs couches superposées. En ce moment, vous allez discrétiser, ou bien vous avez une couche épaisse, ou bien plusieurs couches superposées. Vous pouvez discrétiser donc en n couches élémentaires, et pour chaque couche élémentaire, calculer son tassement. Après, faire la somme des tassements de chaque couche pour avoir le tassement final. Donc, le tassement d'une couche donnée, on vient de le voir, c'est H0, l'épaisseur de la couche, delta de E, variation sur 1 plus E0. Si j'utilise la courbe de compressibilité, alors si j'utilise les valeurs, les coefficients CS et CC, alors il faut distinguer le cas où le sol est normalement consolidé, c'est-à-dire que la contrainte initiale verticale effective est égale à la pression de consolidation. En ce moment, j'utilise cette relation-là qui dépend essentiellement de la partie vierge de la courbe de compressibilité. Donc, le tassement sera fonction essentiellement donc, de la pente de la courbe vierge de compressibilité. Alors, si le sol est surconsolidé, alors il y a deux situations. Si sigma prime V0 plus l'incrément de contrainte est inférieur à la pression de préconsolidation, en ce moment, voilà l'expression de delta de E. Alors, je donne ici tout simplement l'expression de delta de E, qui est là. CS log à base 10 donc, de sigma prime V0 plus delta de sigma prime V, sigma V. Delta de sigma V, c'est l'incrément de contrainte à la profondeur considérée sur sigma prime V0. Si sigma prime V0 plus delta de sigma prime
est supérieur à la pression de préconsolidation, en ce moment, c'est les deux parties de la courbe qui seront considérées. Le delta de E sera CS, l'indice de gonflement, log à base 10 de sigma prime P sur sigma prime V0, plus CC, l'indice de compressibilité, log à base 10 de sigma prime V0, plus delta de sigma sur sigma prime P. Ici, c'est la pression de préconsolidation. Donc, vous allez appliquer ça sur la formule précédente, c'est-à-dire sur l'expression de calcul du tassement ici, pour avoir, vous l'emplacez tout simplement delta de E, pour avoir le tassement de la couche. Donc, ça, c'est les paramètres qu'on connaît déjà. Voilà. Enfin, on peut utiliser le module odométrique. Le module odométrique qui est le module séquent entre sigma prime Z0 et sigma prime Z1. Ça peut vous reporter au chapitre sur les contraintes et déformations dans le sol, mais également sur le chapitre calcul des tassements et compressibilité des sols. À partir de ce module odométrique aussi, on peut calculer directement le tassement de la tranche à partir de cette formule-là. Delta D, c'est HI, l'épaisseur de la couche, sigma prime Z1 moins sigma prime Z0 sur le module odométrique. Alors, toujours dans la méthode d'intégration par tranche, il va falloir corriger le tassement total. On va essayer d'appliquer ce qu'on appelle les corrections de Skempton et de Bjerrum. On vient de voir que le tassement total est obtenu par sommation des tassements des différentes tranches horizontales. Depuis la côte 0, attention, je rappelle que la côte 0, dans ce calcul-là, c'est quoi? C'est la base de la semelle. À ne pas confondre avec la surface du terrain naturel. Donc, 0 sous la semelle. Alors, on le fait jusqu'à une profondeur telle que l'accroissement des contraintes devienne négligeable ou qu'on ait atteint la base des couches compressibles. C'est-à-dire qu'on ait atteint peut-être, par exemple, le toit rocheux ou bien qu'on ait atteint une couche incompressible. Alors, jusqu'à présent, dans ces calculs, nous avons supposé que les contraintes dues à la fondation n'entraînent que des déformations verticales. Nous n'avons pas pris en compte des déformations latérales. Pourquoi? Parce que nous étions dans les conditions de l'odomètre. Et durant l'essai odométrique, l'échantillon est placé dans une cellule odométrique rigide qui empêche les déformations latérales. Mais ceci n'est vrai que sous une surface chargée de grande largeur P par rapport à l'épaisseur de la couche compressible. Si nous avons cette situation, le sol est confiné et ne peut donc tasser que par réduction de volume. Par contre, lorsque la fondation est étroite, en ce moment, il y aura possibilité d'avoir des déformations latérales. Vous voyez ici, regardez, cette configuration-là, vous avez H, l'épaisseur de la couche compressible, qui est là. Sur cette couche compressible, regardez, je mets, par exemple, un remblai de largeur petit b. Donc, les dimensions ici de la surface chargée sont très grandes par rapport à l'épaisseur de la couche compressible. Alors, en ce moment, je peux supposer que un échantillon de sol prélevé au centre de cette couche reste confiné et que donc les tassements, les déformations seront uniquement verticales. Delta de Z. Par contre, regardez le cas pour une fondation étroite par rapport à l'épaisseur de la couche. Regardez la largeur de la surface chargée
par rapport à l'épaisseur de la couche compressible. En ce moment, il y aura possibilité de déformation latérale. Donc, si je sors un échantillon de sol ici, j'applique la contrainte delta de sigma Z. En ce moment, il y aura aussi une contrainte delta de sigma H et il y aura une déformation verticale delta de Z, mais aussi une déformation horizontale delta de H. C'est en ce moment que Skempton a établi que si le sol est soumis à des variations instantanées de contrainte, la variation correspondante de pression interstitielle en un point est donnée par cette expression-là. Delta de U est égal à B multiplié par delta de sigma 3 plus A delta de sigma 1 moins delta de sigma 3. Et dans cette expression, delta de sigma 1 et delta de sigma 3 sont les variations des contraintes principales. Ici, avec la contrainte principale intermédiaire qui est égale à la contrainte principale mineure. Dans cette expression, B et A sont des coefficients numériques qu'on appelle coefficients de pression interstitielle qui dépendent du sol et peuvent être mesurés également avec l'appareil triaxial. Pour les sols saturés, B est égal à 1. Par contre, la valeur de A est variable. La valeur de A dépend, oui, de l'histoire du sol, mais en particulier du degré de consolidation pour les sols argileux. À partir de cela, Skempton et Bjerrum ont traduit ces observations par la formule. Donc, le tassement final, c'est quoi? C'est le tassement instantané plus nu. Nu, c'est un coefficient de correction, n'est-ce pas? C'est la correction à appliquer au tassement odométrique. Vous voyez que donc la correction sera appliquée sur le tassement odométrique. SF, c'est le tassement final. Alors, je ne prends pas en compte ici le tassement de compression secondaire. Donc, ça va être le tassement instantané qui est calculé par la méthode élastique, plus le tassement odométrique auquel j'applique un coefficient. Ce coefficient dépend essentiellement du rapport H sur B et du coefficient A du sol. Alors, le tassement instantané est calculé, comme on l'a dit tout à l'heure, à partir de la méthode élastique en remplaçant dans la formule de calcul du tassement par la méthode élastique, en remplaçant E' et nu' par EU et nu' respectivement. EU, nu', le coefficient de Poisson non drainé, en ce moment, est pris comme généralement en valeur de 0,5. Et le module de Young non drainé, ici, est peut-être déterminé à partir d'un essai triaxial non drainé. Alors, le tassement odométrique, on vient de le voir tout à l'heure, est calculé par la méthode des tranches. Alors, la valeur de mu est donnée ici par Skempton et Bjerrum. Donc, vous voyez que le coefficient nu est là. Et ça, c'est le paramètre A qui est là. Et les courbes que vous voyez, c'est les courbes qui donnent les rapports H sur B. Vous avez trois courbes, H sur B 0,5, H sur B 1, H sur B égale 4. Et donc, ici, la figure montre clairement que le tassement, ici, il s'agit d'un tassement de consolidation. Dans les argiles où le paramètre A est faible, c'est-à-dire qu'on appelle les argiles raides, et les sols fortement surconsolidés à surconsolidés, ce tassement
sera beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce que conduisant à des coefficients U beaucoup plus faibles. Il est donc indispensable de procéder à cette correction pour obtenir une estimation réaliste des tassements. Par contre, plus le sol tend vers des argiles molles qui sont très sensibles en ce moment, plus le tassement sera important. Alors, il faut noter que d'habitude, pour les sols compressibles, pour les argiles compressibles, le tassement instantané est souvent négligé. Pourquoi? Parce que le tassement de consolidation prend environ 80 voire 90% ou même plus du tassement final. Alors, si la semelle est parfaitement rigide, le tassement obtenu à partir de la répartition des contraintes à l'aplomb du centre de la semelle correspond à une valeur maximale. Si la semelle, par contre, possède une certaine rigidité, le tassement moyen sera plus faible. En première approximation, il est possible d'admettre que le tassement d'une semelle parfaitement rigide est égal à 80% de celui obtenu au centre de la semelle souple équivalente. Donc, la troisième méthode de calcul des tassements qu'on va voir, c'est la méthode pressiométrique. Alors, il faut savoir que cette méthode ne s'applique qu'aux fondations dont la largeur est faible par rapport à l'épaisseur des couches compressibles. Dans cette méthode, on distingue deux composantes du tassement. Ce qu'on appelle le tassement de consolidation SC, on observe dans le domaine, bien dans la zone située directement sous la semelle. Dans cette zone, les contraintes normales sont plus élevées. Cette zone est aussi dénommée domaine sphérique. C'est pourquoi le tassement aussi, on l'appelle parfois le tassement sphérique. Cette zone est considérée comme étant limitée à une demi-sphère pour une semelle isolée ou bien un demi-cylindre pour une semelle continue. La deuxième composante, c'est le tassement SD. Ce tassement qui est dû à des déformations de cisaillement, c'est-à-dire des déformations du sol vers l'extérieur de la semelle. Ces déformations se font à volume constant, comme justement dans l'essai pressiométrique. Ces déformations, qu'on appelle aussi parfois le tassement déviatorique, est observé dans ces zones essentiellement affectées par les déformations de cisaillement. Vous pouvez le voir sur cette figure, avec la semelle qui est ici, le domaine sphérique est là, et le tassement de consolidation, il est là. De part et d'autre, vous avez le domaine déviatorique et le tassement déviatorique, il est là. Ça donne les deux composantes du tassement, le tassement de consolidation, C, et le tassement SD, qui est le tassement déviatorique dû à des déformations de cisaillement. Le tassement total est donc donné par cette expression. Tassement, c'est quoi? C'est le tassement de consolidation plus le tassement de cisaillement, ou bien le tassement sphérique plus le tassement déviatorique. Le tassement sphérique SC, c'est alpha sur 9 EC. EC, c'est le module sphérique ici. Facteur de Q' moins sigma' V0, lambda C fois B, B étant la largeur de la semelle. Lambda C étant un facteur de forme, c'est la fonction de la forme de la semelle. Le tassement déviatorique, SD, c'est 2 sur 9 ED, Q' moins sigma' V0, B0, alors B0, c'est une largeur de référence, lambda D,
Lambda est un coefficient de forme, comme on l'a dit tout à l'heure. B sur B0 à la puissance alpha. Ici, alpha est un coefficient rhéologique qui est fonction du type de sol. Q', c'est la contrainte effective appliquée par la semelle. B, c'est la largeur de la semelle. Alors, il faut que B soit supérieur ou égal à 0,06 mètres dans cette expression. Dans ces expressions. Sinon, si B est inférieur à 0,6 mètres, en ce moment, ça impacte sur le tassement déviatorique qui devient 2 sur 9 ED, Q' moins sigma prime B0, B0, lambda D à la puissance. En ce moment, c'est ce rapport-là, B sur B0, qui tend vers 1. Donc, EC et D, c'est les modules pressiométriques moins pondérés dans le domaine sphérique et déviateur. Lambda C et lambda D, c'est les coefficients de forme qui sont fonction des rapports N sur B. Alors, pour les fondations superficielles, voilà les valeurs de lambda C et de lambda D en fonction de la forme de la semelle, en fonction surtout du rapport L sur B. Vous retrouvez ici le tableau qui donne les valeurs de lambda C et de lambda D. Alors ça, c'est un tableau qui donne les coefficients alpha, qu'on appelle le facteur rhéologique alpha pour les fondations superficielles. Vous voyez que ça dépend du type de terrain. Vous avez ici tourbe, argile, limon, sable et gravier, roche. Pour les argiles, c'est fonction du niveau de consolidation. Pour les sols fins aussi. Et le coefficient alpha est donné ici, au niveau de cette dernière colonne. Ici, vous avez des valeurs estimées du rapport EM sur PLM. EM, c'est le module pressiométrique. PLM, c'est la pression limite pressiométrique. Et vous avez ici les valeurs des coefficients alpha. Alors, maintenant pour le calcul des valeurs de ED et de EC. Alors, pour ce faire, il va falloir découper le terrain depuis 0, depuis la côte 0, jusqu'à la côte 8 fois B. Alors, B étant la largeur de la semelle. Donc, 0, je rappelle toujours que 0, c'est le niveau de base, le niveau à la base de la semelle. Alors, à partir de là, de 0 jusqu'à 8B, on divise le terrain en 16 tranches. De 1 jusqu'à 16. Donc, c'est des tranches d'épaisseur combien? C'est des tranches d'épaisseur B sur 2. Donc, chaque tranche, c'est B sur 2. Après, je détermine, donc pour chaque tranche, il y a un module correspondant, un module pressiométrique. Donc, pour la première tranche, on part de E1. Pour la deuxième tranche, on part de E2. Par contre, je regroupe les tranches 3, 4 et 5 en un seul module, je l'appelle E3, 5. Ça veut dire que c'est le module de la tranche 3 jusqu'à 5. Je regroupe les tranches 6 jusqu'à 8. Je note E, 6 à 8. Ensuite, je regroupe les tranches 9 jusqu'à 16 et je note E. Ça, c'est le module pressiométrique de la tranche, des tranches 9 à 16. Alors, pour avoir EC, c'est égal à E1. Donc, EC, c'est directement égal à E1. Alors, maintenant, pour ED, il va falloir
appliquer cette formule qui est là, ED, 1 sur ED, c'est quoi? C'est égal à 0,25 E1 plus 0,3 E2 plus 0,25 E de 3 à 5 plus 0,1 E de 6 à 8 plus 0,1 E de 9 à 16. Voilà comment je calcule ED, le module pressiométrique ici, déviatorique. Alors, il se peut que les valeurs de E9 jusqu'à E16 ne soient pas connues. Mais je considère que ces valeurs sont supérieures aux valeurs sous-jacentes sur la base forcément d'une reconnaissance géologique et géotechnique. En ce moment, je peux utiliser cette expression-là où j'enlève le dernier rapport ici, E de 9 à 16, mais en jouant sur les coefficients. En ce moment, j'utilise cette formule 1 sur ED, c'est 0,25 sur E1, plus 0,3 sur E2, plus 0,25 sur E3. Regardez sur cette dernière, ici, je mets 0,2, E de 6 à 8. Alors, il se peut que je ne connais pas les modules, les valeurs de E6 jusqu'à E16. Mais toujours, je les considère comme étant supérieures aux valeurs sous-jacentes. En ce moment, j'utilise cette expression 1 sur ED égale à 0,25 sur E1, plus 0,3 sur E2, plus 0,45 E2,3 jusqu'à 5. Voilà comment je calcule le module déviatorique et le module sphérique. Ici, on va voir le cas d'une couche molle qui est intercalaire. Donc, lorsqu'une couche molle est définie et qui est intercalée à l'intérieur d'un terrain de résistance plus élevé, les caractéristiques pressiométriques saisies à l'intérieur de cette couche sont ignorées pour le calcul des tassements. Par contre, elles sont remplacées par des valeurs interpolées linéairement. On ignore les valeurs mesurées. Par contre, on va les remplacer par des valeurs qu'on a interpolées de façon linéaire. On ajoute au tassement total un tassement SM, qui est un tassement spécifique de la couche molle. Donc ici, la couche molle est là, soumise à cet incrément de contrainte delta de QM. Cette couche molle a une épaisseur H. Vous voyez que ici, les valeurs pressiométriques sont très faibles par rapport aux valeurs globalement obtenues, les valeurs des modules pressiométriques. Donc ici, c'est une couche molle qui est intercalée à l'intérieur de ce terrain-là, qui a des valeurs de modules plus élevées. Donc, le tassement final sera le tassement S calculé en ignorant justement la couche molle, plus un tassement SM, n'est-ce pas, qui est un tassement spécifique de la couche molle. Donc, ici, S devient égal à SC de C plus SD E'D. Ça, c'est le tassement calculé avec la méthode pressiométrique en ignorant voilà, la couche molle. Donc, c'est le tassement sphérique plus le tassement déviatorique. Vous voyez ici E'D, c'est quoi? C'est le module pressiométrique dans le domaine déviatorique calculé sans tenir compte des valeurs correspondant à la couche molle. C'est pourquoi on note E'D.
hein, on a substitué au module EM mesuré dans la couche des modules de même ordre de grandeur que ceux situés de part et d'autre de la couche molle. Donc, c'est pourquoi j'ai noté E'D. Vous voyez que c'est différent de ED. Là, ça n'a pas changé. SM est là maintenant. SM, le tassement spécifique, c'est-à-dire le tassement supplémentaire dû à la présence de cette couche molle, est égal à alpha M. Alpha M, c'est un coefficient rhéologique. Hein. Alpha M, c'est un coefficient. D'ailleurs, c'est le coefficient rhéologique de la couche molle. Facteur de 1 sur EM. EM, c'est le module pressiométrique moyen de la couche molle. Moins 1 sur E'D. E'D, c'est le module pressiométrique dans le domaine déviatorique, hein, qui est calculé sans tenir compte des valeurs de la couche molle. Delta QM, c'est la valeur de la surcharge au niveau de la couche molle. Alors, ce delta QM, on le calcule, on l'estime généralement à partir de la formule de Boussinesq pour avoir l'incrément de charge au niveau de la couche molle, fois H, H étant l'épaisseur de la couche molle. Alors, on va terminer par le calcul des tassements par la méthode du pénétromètre statique. Alors, avec le pénétromètre statique, il y a une méthode de calcul de tassement qu'on appelle la méthode de Schmettmann. C'est une méthode semi-empirique dénommée méthode de Schmettmann et que vous allez voir dans l'Eurocode 7, partie 2. Et vous allez voir aussi dans la norme d'application nationale française, NFP 94-261. Alors, son domaine d'application se limite à des sols grenus, pulvérulents, pour des contraintes supérieures à 1,5 fois la contrainte sigma prime. En ce moment, le tassement S est estimé par la formule suivante. SS, le tassement, déterminé par la méthode de Schmettmann. C'est quoi? C'est un paramètre C1 fois C2, facteur de Q moins sigma prime V0, intégrale de 0 à Z1, la profondeur considérée, de I de Z sur C3, E' D de Z. Alors, dans cette expression, il y a les facteurs C1, C2 et C3. On va les voir. C1, c'est 1 moins 0,5 sigma prime V0 sur Q moins sigma prime V0. On connaît déjà tous ces paramètres. C2, c'est 1,2 plus 0,2 log de T. Et c'est le temps. Alors, C3, c'est 1,25 pour les fondations carrées et 1,75 pour les semelles filantes. Les semelles filantes lorsque L est supérieur à 10 fois B. E', le module ici, vaut 2,5 QC pour les fondations circulaires ou carrées et 3,5 QC pour les fondations filantes. QC, c'est la résistance de pointe. QC, c'est la résistance de pointe. Donc, durant l'essai pénétrométrique, on mesure à chaque profondeur donnée la résistance de pointe, qui est égale à la charge divisée par la section de la base donc, de la pointe, qui donne la résistance du terrain. Donc, QC donne une idée sur la résistance du terrain à la pénétration statique. Sigma prime V0, on connaît déjà, c'est la contrainte verticale effective initiale à la base de la fondation. Et c'est le temps, mais qui est exprimé en années. IZ, c'est un facteur d'influence. C'est le facteur d'influence des déformations verticales. IZ, c'est le facteur d'influence des déformations verticales, calculé entre la profondeur 0 et Z1. Alors, ici, c'est calculé à partir donc de cette tabac-là. Voilà, tabac qui donne IZ, c'est le facteur d'influence, en fonction de la profondeur, la profondeur relative sous le niveau de la semelle, sous le niveau de la semelle. Donc, ici, vous avez
cette profondeur qui est là. Et là, vous avez le facteur d'influence. Alors, ce facteur d'influence est limité à une valeur maximale, IZB. C'est le facteur d'influence maximal. Il est là, IZB, facteur d'influence maximal. Alors, dans la formule précédente aussi, vous avez sigma prime VP, qui est la contrainte effective à la profondeur B sur 2 ou B sous la semelle, respectivement pour une semelle axisymétrique et filante. C'est-à-dire que si la semelle est axisymétrique, c'est-à-dire les semelles circulaires ou carrées, en ce moment, hein, sigma prime VP, c'est la contrainte effective à la profondeur B sur D. Si c'est une semelle filante, c'est la contrainte effective à la profondeur B. Donc, vous allez voir ici, donc une courbe 1, 2, donc cette courbe-là, c'est quoi? C'est en condition d'axisymétrie, c'est-à-dire, voilà, L sur B égale quand nous sommes en axisymétrie, L sur B est égal à 1. N'est-ce pas? C'est le cas, comme on l'a dit tout à l'heure, pour une semelle carrée ou bien une semelle circulaire, quand nous sommes en axisymétrie. Alors là, c'est en déformation plane, c'est-à-dire lorsque l'on a une semelle filante, hein, avec L sur B supérieur à 10. Donc, c'est ça, cette courbe-là. La valeur de IZ, je dis que IZP, c'est la valeur maximale de IZ. C'est 0,5 plus 0,1 racine carrée de Q moins sigma prime V0 sur sigma prime VP. Donc, vous voyez ici, la semelle est là, ancrée à une profondeur D. Donc, le terrain naturel, il est là. Voilà la profondeur d'encastrement. Et ici, vous avez la semelle qui supporte une charge Q. La semelle a une largeur B. Donc, sigma prime V0, vous voyez, elle est là. Sigma prime V0, c'est la contrainte verticale qui s'exerce directement à la base de la semelle. 3, cette couche-là, c'est quoi? C'est, voilà, B sur 2 en axisymétrie ou bien B en déformation plane. C'est ce que nous venons de voir tout à l'heure. C'est cette distance-là. Alors, 4 est là. 4, c'est la valeur de IZP pour la profondeur relative considérée sous la semelle. Valeur de IZP pour la profondeur relative considérée, donc, voilà, sous la semelle, la profondeur considérée. Alors, commentaire, une fois calculé, sigma prime V, sigma prime VP, sigma prime VP, ici, calculé sans la surcharge Q, hein, sigma prime VP, calculé sans la surcharge Q, le graphique doit être modifié en déplaçant le point IZ de P en abscisse à la valeur qu'on a donnée tout à l'heure, 0,5 plus 0,1 racine de Q moins sigma prime V0 sur sigma prime VP. Donc voilà, qui est là. En ce moment, on peut déplacer ça jusqu'à cette valeur-là, une fois qu'on a calculé sigma prime VP sans la surcharge Q. Enfin, la méthode aussi considère l'utilisation d'équations de corrélation. C'est-à-dire que l'Eurocode 7 et la norme d'application française admettent l'utilisation des corrélations, notamment les corrélations qu'on trouve dans le document de Costes-Sanglera, 1972, qui donnent des corrélations entre QC, c'est-à-dire la résistance de pointe statique, et les modules du sol. Voilà, et les modules du sol. Notamment le module odométrique qui est noté G dans l'ouvrage de Sanglera 1972. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est la fin de ce chapitre consacré au tassement des fondations superficielles.